Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Un simple geste podcast. En fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tabou mais essentiel à mes yeux. Il y a des gens qui vivent avec une certaine souffrance par rapport à des fantasmes sexuels envers des mineurs. Puis le but aujourd'hui, c'est d'aborder ça, cette souffrance-là, d'en parler. Puis c'est là que la ressource Ça suffit entre en jeu. Fait que l'importance de vous avoir ici avec nous pour en parler. Fait que on a Adèle avec nous ici. Elle va être peut-être un peu dérangeante, mais regarde, on fait l'expérience. C'est parfait. Fait que parlez-nous de la ressource un peu, où est-ce que c'est parti, votre rôle là-dedans. Allez-y un peu avec ce que vous voulez nous amener, puis on va ramener nos questions au fur et à mesure. Là. Parfait. Merci de la proposition, merci de l'accueil. Moi, je suis Pauline Delphini, je suis criminologue et je co-coordonne donc Ça suffit quand on va vous présenter avec... je te laisse peut-être te présenter. Moi, je m'appelle Clara Audouin, je suis aussi criminologue, puis je coordonne la ligne d'écoute avec Pauline. On est toutes les deux criminologues aussi au centre d'intervention en délinquance sexuelle à Laval. Et donc, Ça suffit, si on vous le pitch rapidement, puis j'imagine qu'au fur et à mesure, Oui. ça va, on va vous donner des détails. Ça a été créé en 2021, donc par le CIDS, donc là où on travaille toutes les deux, donc le Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval. Nous, à la base, on travaille auprès de personnes qui ont commis des délits sexuels, qui ont été arrêtées, et donc on fait de l'intervention auprès de ces personnes-là. Et on s'est rendu compte qu'il existait des personnes qui avaient des fantasmes sexuels envers des mineurs, socialement inacceptables, et qui ne passaient pas à l'acte. Et donc, ces personnes-là, en fait, il n'y avait pas d'aide qui leur était proposée, qu'il n'y avait rien qui était fait en fait, en amont d'un possible passage à l'acte. Et c'est un petit peu comme ça qu'a germé l'idée de Ça suffit. Et donc, en juin 2021, on a créé une ligne d'écoute pour ces personnes-là, en fait, pour qu'elles puissent nous contacter, pour qu'elles puissent recevoir une écoute et qu'elles puissent être référées, en fait, vers des professionnels qui seraient à l'aise d'intervenir auprès de ces personnes-là. Peut-être pour le contexte aussi, on se rendait compte qu'au Québec, effectivement, il n'y avait pas d'aide, mais finalement, en Europe, il y avait déjà des ressources, des écoutes aussi. Donc, puis la littérature, les recherches scientifiques montraient que ces personnes-là cherchaient de l'aide. Donc, c'est pour ça aussi on s'est dit qu'au Québec, on allait créer quelque chose. Très, très cool. OK, parfait. Puis, vous me dites que c'est en 2021. Ouais. Est-ce qu'à la base, vous étiez déjà à la ressource quand cette ligne-là a commencé ou est-ce que vous êtes arrivé quand, en fait? Ouais, alors moi, je ne travaillais pas encore au CIDS, j'étais en train de faire mon mémoire. J'étais à l'université en train de faire ma maîtrise en criminologie et qui consistait en fait à étudier les parcours d'aide des personnes attirées sexuellement par les mineurs. Okay. Et donc, j'ai été mise en relation avec le CIDS pour pouvoir aller justement rencontrer des personnes qui avaient commis des délits sexuels, qui avaient été arrêtées, et d'autres personnes que Clara a notamment rencontrées lors de son stage, qui avaient des intérêts sexuels pour les mineurs, mais qui n'étaient jamais passés à l'acte et qui étaient venues chercher de l'aide. Et donc... Excusez, je te rangeais.
OK. Et donc c'est comme ça. Donc ça, c'est parti quand moi j'étais en train de faire ma maîtrise et j'ai commencé à travailler après là-bas. OK, très cool. Ouais, moi, je faisais mon stage aussi au CIDS de maîtrise, puis je m'intéressais aux interventions efficaces pour prévenir un premier passage à l'acte. Donc, à ce moment-là, je rencontrais des personnes qui n'étaient pas passées à l'acte, puis je les questionnais sur leurs attentes, qu'est-ce qui est utile pour eux pour essayer de monter un programme de prévention, justement. Fait que si je comprends bien, ça suffit, c'est la première ligne d'aide qui a été créée, là. Ouais, au Québec. Au Québec, Ouais, c'est ça. exactement, exactement. En Europe, ça existait avant. Mais c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup été aidés par des organismes du côté victimo. En fait, il y a eu des rapports qui sont sortis en 2020, justement un peu sur comment est-ce qu'on pourrait prévenir les violences conjugales, sexuelles, sexistes. Et c'est ces organismes-là, justement, qui ont poussé un petit peu en disant il faudrait offrir de l'aide à des personnes qui ne sont pas passées à l'acte, des programmes qui pourraient être anonymes, confidentiels, pour justement inciter les personnes à aller chercher de l'aide. Et donc, on s'est un peu appuyé là-dessus, justement, pour aller de l'avant avec ce projet-là, parce que souvent on met un petit peu pas en contradiction, mais l'aide qui est offerte aux possibles auteurs de violences et l'aide qui est offerte aux victimes, alors que finalement, on a tous les mêmes objectifs. Évidemment, en fait, de prévenir des violences sexuelles. Mhm. Et puis, on y reviendra au fur et à mesure, mais en fait, c'est des personnes qui sont très distinctes de personnes qui passent à l'acte au niveau sexuel aussi. OK, parfait, excellent. Puis est-ce que votre ligne, elle est 24/7 ou en fait, comment ça fonctionne, la réalité? Là, ouais. Malheureusement, non, elle n'est pas 24/7 parce qu'on est une petite équipe. Puis en fait, nous, c'est des bénévoles qui répondent aux appels puis au clavardage. Mais à chaque fois, il y a une personne de l'équipe de Ça suffit qui est en backup. Donc s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent nous contacter. On est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, service de clavardage et ligne d'écoute aussi. Là, sur l'été, on a réduit du lundi au mercredi, mais à partir de septembre, ça sera du lundi au jeudi de 9h à 18h. OK, très bien. Puis, tu sais, c'est ça, bénévole, vous disiez. De ce que je comprends, c'est des personnes qui sont dans le milieu de la relation d'aide, là, en fait, qui peuvent Exact. appliquer. OK, Ouais. parfait, chouette. Dans le fond, ça a été un choix. On a ratifié une charte avec d'autres lignes d'écoute en Europe, justement, pour essayer de partager un petit peu nos connaissances. Puis là-bas, c'est quasiment exclusivement des professionnels. Mhm. Nous, on est allé vers des bénévoles parce que ça nous permet d'avoir justement des plages horaires d'ouverture qui sont plus grandes. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des personnes qu'on forme. Là. Il y a une journée de formation au complet. Puis après ça, il y a de la formation continue. Donc, chaque mois, on a des rencontres pour justement continuer, s'assurer que tout se passe bien, et pour eux, et pour les services qu'on offre. Dans un monde idéal, on serait ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce seraient des professionnels qui seraient payés. Mais ce n'est pas possible, on n'a pas les financements. Mais c'est sûr, c'est ça. On fait déjà un premier tri pour sonder l'intérêt des personnes, sonder quand même leur ouverture également. Parce que ce n'est pas un sujet qui est facile. Chacun a des limites, ce qui est tout à fait correct, mais on veut s'assurer que les personnes qui puissent appeler soient aussi bien reçues là-dedans. C'est sûr qu'il y a des propos parfois qui peuvent être plus difficiles à entendre. Donc, la majorité des bénévoles, ça va être des gens en sexologie, en criminologie, en psychologie, neuropsy aussi parfois. Là. Donc, c'est assez vaste, mais c'est quand même déjà des gens qui soit ont de l'expérience en intervention ou qui ont vocation à travailler en relation d'aide. Ouais. Puis qu'est-ce qui les motive à choisir cette clientèle? Mais souvent, on a des personnes qui sont en début aussi de processus universitaire, donc c'est une première expérience aussi en intervention, même si nous, on leur demande de faire de l'écoute active et du référencement principalement. C'est un premier contact aussi avec cette clientèle-là, donc je pense que c'est ça qui les motive. Et en même temps, il y a peu de prise de risque aussi parce qu'ils sont à distance, ils ne voient pas les personnes, donc je pense que c'est quand même intéressant pour les étudiants et étudiantes. Puis l'encadrement aussi, je pense que ça suffit. On a des rencontres mensuelles, comme disait Pauline, avec des professionnels qui viennent leur parler, les superviser. Donc souvent, le recrutement se passe assez bien. Ah, c'est quand même... le bénévolat, c'est plus tant quelque chose que les gens mettent de l'avant. Là. La vie va vite, la vie coûte cher. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des étudiants qui s'intéressent à vouloir travailler d'une certaine façon avec une clientèle souffrante, puis qui a certains enjeux tabous aussi. Là. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup, qui intrigue en tout cas, parce que c'est effectivement un sujet tabou et en même temps, on connaît peu de choses de ces gens-là, parce qu'on en parle peu, on ne connaît pas, puis il y a différentes réalités. Là, il n'y a pas une sorte de personne non plus qui appelle ça suffit, mais c'est sûr que je pense que ça participe un petit peu à l'intérêt des personnes.
Et puis c'est ça, je pense que de toute façon, aussi même après pour les études, parfois ils demandent quand même justement d'avoir pu travailler avec plusieurs clientèles. Puis au début, on a parlé de justement les fantasmes envers les personnes mineures. Ouais. Puis vous avez dit et d'autres. Ouais. Qu'est-ce qu'on D'autres- veut dire avec d'autres Ben, souvent, c'est ça. Ça a été aussi, on va beaucoup en reparler, mais c'est le choix des mots est très important, ça suffit. Et donc, on a essayé de trouver quelque chose qui englobait le plus de fantasmes. Euh, donc, on a choisi le terme de socialement inacceptable. Ouais. On n'utilise pas les mots tels que fantasme déviant parce que c'est très stigmatisant. Puis, quand on parle de sexualité, qu'est-ce que la norme aussi? Donc, socialement inacceptable, ça fait référence au fait que si jamais ces fantasmes-là étaient agis, ils seraient illégaux. Ok. Donc, on Ok. parle, On envers parle de les certaines mineurs. formes de paraphilie, probablement aussi, j'imagine. Parfois, mais oui, c'est ça, ça peut rentrer dedans. Fantasme de viol, fantasme envers des animaux, des fantasmes d'exhibitionnisme, de voyeurisme. Euh, donc c'est ça, ça permet de tout englober. C'est sûr que souvent, on va médiatiser les services, notamment par rapport au fantasme envers des personnes mineures, parce qu'on veut que ces personnes-là se sentent aussi interpellées. Mais ça peut être plus vaste que ça. Ouais. OK. Est-ce que tu as l'air... Non, OK. c'est... Je vais enchaîner Elle a avec tout bien dit. oui, ma prochaine question. En fait, c'est quoi votre limite? Je vais recommencer. Est-ce que les appels sont enregistrés? Est-ce que vous faites affaire avec la police? Comment ça fonctionne au niveau de la sécurité de la personne, la confidentialité, tout cet aspect-là, sachant qu'on parle quand même de quelque chose qui, oui, effectivement, les gens vont pas se rendre à poser l'acte, mais est-ce qu'il y a des risques? Comment vous gérez tout ça? Mais c'est une bonne question. Puis la confidentialité, c'est sûr que c'est important pour pouvoir accéder à ces services-là parce que sinon les gens ont des craintes. Par contre, c'est sûr qu'il y a une loi quand même au Québec, puis il y a une certaine limite. À chaque fois que les gens appellent, ça suffit. Il y a un message qui dure environ 2-3 minutes en anglais et en français qui explique la limite de la confidentialité. Donc, si on est capable d'identifier une personne mineure qui est à risque ou qui a été victime d'abus sexuels, là, on va devoir rapporter aux autorités. Mais les appels ne sont pas enregistrés, on ne demande pas de nom, prénom. Les seules informations qu'on peut demander parfois, si la personne est à l'aise, c'est de savoir où est-ce qu'elle se situe au Québec pour pouvoir la référer au centre le plus proche de chez elle. Mais sinon, on n'a pas d'informations sur cette personne. OK. Fait que tout est comme anonyme, ou presque, là. Ouais, c'est ça. On préfère le terme confidentiel C'est ça. OK. parce que, effectivement, on ne demande pas d'informations qui pourraient permettre d'identifier la personne. Mais souvent, c'est quelque chose qui va être, donc, comme disait Clara, il y a un message, mais qui peut même être rappelé au cours de l'appel, qu'on n'est pas là non plus pour tolérer des situations où il pourrait y avoir un risque de passage à l'acte ou même quelque chose qui a été dans le passé. Mais ça, c'est pas simplement propre à ça suffit, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen au Québec, si on était au fait d'une agression sexuelle qui aurait été commise sur une personne qui est encore mineure, on serait dans l'obligation en fait de signaler pas la personne, mais à la protection de la jeunesse. OK. Donc ça, c'est aussi ce qu'on leur explique. On est très transparent, je pense que ça suffit, parce que le but, c'est ça, c'est pas de piéger les gens. On ne collabore pas avec la police en tant que telle, mais c'est sûr qu'on n'est pas là non plus pour passer sous silence des possibles gestes à caractère sexuel qui auraient été commis. Ouais. Non, puis au final, depuis le début de Ça suffit, ça arrivait rarement qu'on ait eu à faire des signalements à la protection de la jeunesse. Les fois où c'est arrivé aussi, parfois c'est des personnes qui demandent de l'aide à travers ce signalement-là parce que c'est trop lourd à garder pour soi. Donc on les accompagne, puis on va les référer pour qu'ils aient de l'aide auprès de professionnels par la suite. OK. Puis est-ce que vous le dites quand que vous signalez, exemple, à la personne en ce moment? OK. Toujours. Ouais. Oui, il n'y a rien qui est fait dans le dos de personnes. Parfois, les personnes elles sont pas forcément heureuses. Mais encore une fois, en fait, souvent, c'est que, comme disait Clara, les gens qui le nomment, c'est parce que c'est une demande d'aide. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait posé des gestes à caractère sexuel appellerait pas ça suffit. Mhm. Donc, c'est des gens qui souffrent. Et puis, la majeure partie des appels, ça concerne même pas ça. Souvent, en fait, c'est plus des personnes qui vont avoir des passages à actes suicidaires. Donc, c'est plutôt justement au niveau de la souffrance émotionnelle, la souffrance mentale que ça peut créer. C'est davantage ça qu'on a justement besoin de gérer que des passages à actes sexuels. Puis c'est ce qui est montré aussi en intervention. Au final, souvent, c'est beaucoup plus les conséquences de ces fantasmes-là. Donc, l'anxiété, la dépression, l'isolement qui sont souffrants, puis qu'on travaille avec eux que finalement le fantasme en tant que tel, parce que les fantasmes, on ne peut pas tant modifier un fantasme que ça au final.
Puis je sais que chaque appel est différent, mais à quoi ça peut ressembler un appel, par exemple? Tu sais, là, vous dites le téléphone message vidéo. sonne, il y a le message au début. Oui. Après ça, c'est quoi que les gens vont souvent demander ou tu sais, c'est un sujet super malaisant, là. Je me voirais, tu sais, je me vois pas appeler et me mettre tout de suite à parler d'une détresse comme ça. Fait que Exact. comment que ça peut se passer un appel? Ça dépend tellement, comme même les objets les motifs d'appel sont tellement variés. Principalement, déjà, c'est des personnes qui sont elles-mêmes concernées par la problématique. Puis tant mieux, c'est ces gens-là qu'on veut rejoindre, mais il y a aussi des personnes victimes qui peuvent nous contacter, OK. des personnes de l'entourage, des parents, des conjoints-conjointes, plus rarement, mais des enfants. Qui peuvent nous appeler, ou des professionnels aussi qui justement ont reçu un dévoilement dans le cadre d'une pratique privée et qui sont un peu démunis par rapport à tout ça. Mais oui, effectivement, en fait, le but, c'est vraiment les écoutants accueillent la personne. Donc, le but, déjà, c'est de se rendre compte pourquoi est-ce que la personne nous contacte. Souvent, comme tu dis, c'est que la personne ne nous dit pas directement pourquoi. Donc, c'est d'accueillir tout ça, de prendre le temps, de clarifier, en fait, le besoin. Souvent, c'est un petit peu ça qui nous rapporte, c'est que ça peut prendre un peu de temps. Il y a des personnes qui peuvent être très émotives aussi. Et puis après, une fois que le besoin a été cerné, ça va être d'écouter un peu tout ça et au besoin de référer si la personne le souhaite auprès de professionnels. On a des modules d'auto-assistance sur notre site internet, des espèces de petits exercices. Euh, il y a une partie théorique, puis il y a une partie justement de réflexion. Le but, c'est que pour des personnes qui ne seraient pas encore prêtes à aller consulter auprès d'un professionnel, ça permet d'amorcer une démarche de réflexion individuelle à la maison OK. avant de possiblement se rendre vers des professionnels. Ouais. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est difficile d'aller chercher de l'aide de manière générale, mais encore plus dans un sujet où c'est très tabou, où l'attirance envers les mineurs, c'est peut-être le plus stigmatisé aussi dans la société. Donc parfois, le fait de pouvoir le faire par téléphone, par clavardage, ou même juste des exercices en ligne, ben, c'est une première étape avant de se présenter auprès d'un ou d'une professionnelle. Donc ça, l'idée, c'est de faire une petite passerelle entre le professionnel et la personne et de les accueillir sans jugement parce que justement, eux-mêmes en portent déjà assez par rapport à eux, la société, donc de leur offrir cet espace-là. Effectivement. 100%. Puis, tu sais, ils sont aussi, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de mythes et de présuppositions par rapport Oui. à cette réalité-là aussi, tu sais. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez comme un petit peu l'habitude d'entendre à travers, justement, peut-être tous ces problèmes-là? Tu sais, exemple, vite comme ça, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste, exemple, des pensées intrusives, tu sais, comment les personnes peuvent vivre avec cette réalité-là, par exemple, ce genre de choses-là? Oui, que des personnes pensent que ce genre d'idées Pourrait être juste une pensée intrusive, par exemple. Donc, ouais, tu sais, un peu, comment dire, de minimiser, là, minimiser, Ça va ouais, passer. Ouais, exact, tu sais. ouais, effectivement. Mais c'est souvent ce qu'on voit justement euh, puis on rentrera pas forcément dans toutes les typologies, mais c'est des attirances qui peuvent se développer à l'adolescence, c'est ce que la littérature semble dire. Donc c'est ça, au moment où on découvre Ok. envers qui est-ce qu'on en est attiré. Puis souvent c'est décrit par les personnes comme une attirance qui ne grandit pas en même temps qu'eux. C'est-à-dire que j'ai 7 ans, je suis attirée par quelqu'un de 7 ans, ça semble normal. Mais là je suis rendue à 13 ans, puis je suis toujours attirée par quelqu'un qui a 7-8 ans, là ça le devient moins. Et justement toute la minimisation arrive souvent à cette période-là de se dire comme ça va finir par changer, c'est pas grave, etc. Puis rendu au début de l'âge adulte, c'est souvent là qu'il va y avoir des demandes d'aide. C'est rare qu'on ait des demandes d'adolescents, mais c'est souvent vers début vingtaine que je pense que nos générations aussi ont peut-être plus tendance à aller demander de l'aide, sont plus sensibilisées à ça. Et donc on reçoit des appels de personnes qui justement disaient je pensais que c'était des pensées intrusives, je pensais que ça allait passer. Et finalement, ça fait 10 ans, et puis non, et puis je me vois comme un monstre. Et donc, je Toute pense que la culpabilité, la honte, exactement, ça doit. exactement. Puis toute l'amalgame, hein, quand tu parlais de mythes par rapport ou de stéréotypes qu'on peut entendre, je pense que c'est ça, c'est que souvent il y a un peu l'amalgame que des personnes qui auraient ces pensées-là ou ces fantasmes sexuels-là sont des personnes qui vont agresser sexuellement des mineurs. Et en fait, on se rend compte que nous, parce qu'on travaille plus dans le milieu de la délinquance sexuelle, donc auprès de personnes qui ont commis des délits sexuels, des personnes qui commettent des délits sexuels envers des mineurs, c'est pas tant des personnes qui sont attirées sexuellement par des enfants. Donc les chiffres varient un petit peu là, mais on est entre
50 et 60%, plus ou moins, de personnes qui agressent sexuellement des mineurs qui ne rencontrent pas de diagnostic de pédophilie, par exemple. Ça peut être surprenant. On se dit, Ben oui. Ouais, c'est souvent la réaction qu'on a, mais en fait, il y a tellement d'autres motifs de passage à l'acte, comme justement, ça peut être une reprise de pouvoir, ça peut être une vengeance d'un partenaire sur l'enfant, ça peut être l'opportunité. Et au final, c'est pas des gens qui ont des fantasmes envers les mineurs, mais... Fait qu'on est mal informé, en fait, ce qui fait que les gens développent des craintes qui sont pas fondées non plus, tu sais, de... Ça peut faire... C'est un des obstacles aussi à aller demander de l'aide, parce que si la personne a internalisé que, bon, ben, si je vais voir un professionnel, la personne pense que je vais agresser un enfant, ben, je vais pas aller chercher de l'aide. Effectivement. Donc là, c'est sûr qu'il y a je sais pas si on évalue le risque, mais il y a quand même des choses à prendre en considération, mais le présupposé comme quoi les personnes vont forcément agresser sexuellement des mineurs est faux, en fait. Donc ça aussi, c'est un peu notre cheval de bataille d'informer un peu là-dessus. Donc ça peut arriver, mais comme quelqu'un qui n'a aucun fantasme envers des mineurs pourrait agresser sexuellement être capable de créer un climat de confiance, là, parce que c'est vrai qu'on s'entend que si, exemple, quelqu'un agresse réellement, par exemple, un mineur, on s'entend que les répercussions sociales et légales sont quand même importantes. Bien sûr. Évidemment. Normalement. Donc, c'est sûr que je peux comprendre que quelqu'un, exemple, qui vivrait avec le fantasme et qui n'a pas envie de passer à l'acte, qui a peur d'avoir ces mêmes répercussions-là, en fait, juste à partir du moment où il nomme qu'il a l'idée sans pour autant vouloir passer, là, en fait. Là, Puis ça, c'est peut-être important de le dire aussi, hein, mais par exemple, se présenter auprès des professionnels en disant qu'on a des fantasmes sur des personnes mineures, si c'est uniquement des fantasmes, nous, on n'a pas d'obligation de dénonciation là, pour le rapporter aux autorités policières. Mettons, regarder par exemple de la pornographie juvénile aussi, on n'a pas d'obligation de dénonciation, sauf si on est capable d'identifier un mineur sur les images ou un mineur dans les fantasmes. Mais sinon, on peut venir parler de ça avant justement qu'on soit judiciarisé. Puis c'est vraiment ça l'objectif de Ça suffit. Il y a quelque chose qui est rassurant. Moi, je préfère que quelqu'un soit dans nos bureaux ou soit contacte Ça suffit, puis verbalise, en fait. Ça veut dire qu'il y a aussi, justement, une conscience justement des conséquences. Si il y avait un passage à l'acte, qu'il y a une conscience que j'ai besoin d'aide, puis je suis mal avec ça, cette culpabilité-là, elle est importante. Ça veut dire que la personne est consciente de ça. Je serais plus inquiète que quelqu'un se dise que tout est correct et puis ne vienne pas demander de l'aide lorsqu'il y a une souffrance. Mais je trouve que le parallèle est un peu similaire avec le suicide, j'imagine aussi. Hein, je t'entends parler, puis ça parle, ça fout. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est juste que, tu sais, le suicide, c'est la personne avec elle-même. Là, c'est sûr qu'on parle de côté un peu plus interactionnel et tout ça. Mais oui, effectivement, il y a certaines choses qui finissent par... je trouve la posture à avoir par rapport à l'écoute ou justement, comme le climat de confiance, nous aussi, qu'on peut avoir à quelqu'un qui appelle puis qui essaie d'aller chercher de l'aide. Encore une fois, je préfère moi aussi quelqu'un qui appelle puis qu'il nomme plutôt qu'il reste dans sa souffrance, sans aller comme chercher. Parallèle intéressant à faire, là, que je parlais tantôt avec Dana, donc vous arriviez aussi, de voir, en fait, là, j'imagine que ça doit pas être des cas très communs, mais est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des personnes qui appellent puis qui utilisent la ligne peut-être de la mauvaise façon aussi, dans le sens où je pense pas que les gens essaient de l'utiliser de la mauvaise façon, mais par exemple, ça peut nous arriver dans le cas de nos appels, exemple, que quelqu'un appellerait en cours de tentative, puis que c'est sûr que ça peut faire vivre quelque chose à l'intervenant, mais qu'évidemment, on protège la personne en bout de compte, puis on est contente qu'elle se protège. Mais, je veux voir avec vous, comment vous gérez ce genre de situation-là où ça pourrait peut-être plus difficile ou que quelqu'un aurait peut-être tendance à vouloir comme créer un impact à même l'appel ou peu importe, là, mais... On a des appels malveillants, effectivement. C'est plus, nous, à caractère obscène, donc quelqu'un qui contacterait la ligne d'écoute en se masturbant ou, par exemple, en cherchant à créer un peu le malaise aussi chez les écoutants, donc en décrivant des fantasmes de manière très détaillée. Nous, c'est sûr que Ça suffit n'est pas une ligne érotique, donc on n'est pas là pour écouter les fantasmes dans le détail. Même quelqu'un qui nous dirait qu'il a des fantasmes envers des mineurs, l'information simplement suffit. Le but, c'est d'aller explorer un peu, mais qu'est-ce que ça te fait vivre, de quoi est-ce que tu aurais besoin. Qu'est-ce qui gravite autour, exactement, exactement. Puis en fait, souvent, les personnes, justement, qui vont avoir ce genre de fantasme, c'est de ça qu'ils veulent parler. C'est pas tant du fantasme en tant que tel, Clara disait tantôt, c'est pas tant des choses qu'on peut changer, encore moins pour un appel d'une demi-heure à Ça suffit.
Donc, le but, c'est ça, c'est plus toute l'anxiété qui vient avec, toute la honte, la culpabilité, tout le mal-être, en fait. C'est de ça que les Ouais. gens veulent parler. Donc, quand on a des appels de gens qui commencent à nous détailler, effectivement, là, on a des procédures Oui. aussi internes pour mettre fin à tout ça, mais c'est sûr que ça arrive. Après, quand on en parle avec plein de lignes d'écoute, en fait, c'est des choses qui, peu importe le sujet qu'on traite, Peuvent souvent, revenir. peuvent revenir un peu partout. Ouais. Donc, Et souvent, on leur nomme, l'enjeu, c'est que ça utilise la ligne aussi pour, à la place des personnes qui auraient vraiment besoin d'aide. Donc, c'est sûr que la personne qui se masturbe au téléphone pendant l'appel, ça occupe la place d'une personne qui pourrait Effectivement. avoir vraiment besoin. Donc, on cadre l'appel, puis on essaye d'y mettre un terme assez Mhm. rapidement. Puis on dirait que j'ai eu une petite bulle tantôt. Où est-ce que le nom est comme ça suffit? Pourquoi ça suffit? C'est Le vraiment nom, point. ouais. ouais. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que on en revient au choix des mots. Ça a été compliqué. Je sais même pas vraiment Oui, ça a été, Ah qu'est-ce ouais? que c'est. ça a été une grosse réflexion sur le nom aussi. Je pense que les lignes d'écoute précédentes ont des, li- des, des noms similaires, j'allais dire un petit peu, mais il y a Stop It Now qui est plus Royaume-Uni, OK. Pays-Bas, tout ça. Donc ça a été un peu inspiré de ça. Puis l'idée un peu, c'est de nommer que faut que ça s'arrête là. On ne peut pas rester dans des pensées souffrantes, dans un risque potentiel aussi. Donc c'est de venir demander de l'aide avant ça. C'est ça. C'est pas tant juste ça suffit au niveau d'un possible passage à l'acte, c'est aussi ça suffit la souffrance. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais Faut que dire. ça s'arrête. Viens en parler finalement. Mhm. C'est un peu ça C'est aussi pour ça qu'on vous remercie de nous accueillir, c'est parce qu'il faut qu'on médiatise ce Ben genre oui. de service, il faut qu'on médiatise le fait que ça existe, même si parfois c'est compliqué à entendre. On aimerait bien que ce genre de pensée, de fantasme n'existe pas, que les violences sexuelles sur les mineurs ou sur toute personne n'existent pas. Dans les faits, ça Effectivement. existe. Fait que comment est-ce qu'on peut faire en sorte quand même d'offrir de l'aide le plus rapidement possible? Mhm. Puis je trouve ça riche parce que ça nous arrive aussi que, tu sais, on va avoir des appelants qui ont des idées suicidaires suite à des pensées comme ça, mais on est nous-mêmes intervenants, des fois, ça nous rend mal à l'aise, puis on se dit, on n'est pas la bonne ressource pour en parler, mais c'est quoi les bonnes ressources d'abord? Fait que ça aussi, je trouve que ça... J'aimerais ça que ça grandisse, ça suffit que ça devienne tu sais, quelque chose, à même les références dans la ressource, ça serait tellement excellent, mais je pense que vous avez semé une belle... c'est quelque chose de beau qui va grandir et prendre l'ampleur, là. Ouais, et puis le but, c'est ça, c'est de faire perdurer, pérenniser aussi ce programme-là. Et puis, un des projets qu'on a, c'est on est en train de monter, ça fait quand même quelques années qu'on donne des formations. On est en train de monter une formation plus complète à destination des professionnels, en fait, tout type de professionnels, psychologues, sexologues, travailleurs sociaux. Le but étant d'aller former ces personnes-là, parce que c'est un petit peu ce qu'on se disait en off tantôt, mais le but, c'est pas de ramener tout le monde au CIDS, c'est justement de faire un pont avec des professionnels qui seraient à l'aise et compétents. Donc, le but, c'est de rendre les professionnels Ouais. à l'aise et compétents aussi par rapport à ce sujet-là. Parce que souvent, c'est des dévoilements au sein de suivi qui vont arriver, pas forcément lors de la première rencontre. Non. On se rend compte, c'est que souvent, ça ne va pas être le motif premier de consultation. Des personnes qui peuvent consulter pour de l'anxiété, pour un mal-être, pour des dépressions, donc pour des choses vraiment annexes qui sont des conséquences directes de ces Ouais, fantasmes-là. quand on creuse, on comprend que ça a une origine C'est ça. à ce niveau. Mais c'est pas forcément je consulte parce que j'ai des fantasmes envers des mineurs. Donc le but étant de, si toi, ça fait 1 an que tu as un suivi avec la personne, on va te former, puis c'est toi qui vas travailler avec la personne directement. Tu as le lien de confiance, Ouais. tu as ton alliance, tout se passe, ça fait 1 an que vous travaillez ensemble, tu connais cette personne-là, fais l'intervention en fait. Mais au moins pour le début, parce que parfois il y a des gens aussi qui vont pas se sentir à l'aise puis qui vont référer, mais l'enjeu c'est que même si demain ça suffit et connu par toute la population, il n'y a pas assez de professionnels qui sont formés. Donc à un moment donné, ça va faire un effet un peu d'entonnoir, puis il va falloir qu'il y ait plus de professionnels aussi, ceux qui se sentent à l'aise puis qui ont envie de se former à ça, qui puissent avoir justement les minimums de compétences. OK, excellent. J'avais noté quelques mythes que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Ouais. Je vais y aller avec le premier. Je pense qu'on en a un peu répondu par la bande, mais avoir des fantasmes envers des mineurs, c'est un crime. C'est un mythe. C'est ça. Effectivement. Ouais. Ouais.
Personne choisit ses fantasmes. Alors, d'une part, effectivement, un fantasme n'est jamais criminel, peu importe la nature. En fait, un crime, c'est quelque chose qui est agi. Donc, s'il ne se passe rien, puis là, on parle de fantasme sexuel, mais j'aurais le fantasme de tuer quelqu'un, on ne peut pas se faire arrêter parce qu'on a pensé à tuer quelqu'un. C'est pas possible, il faut que ça ait été agi pour que ça devienne un délit ou un crime. Puis quand vous dites c'est pas contrôlé, un fantasme, on va ressortir notre phrase phare, mais c'est que on choisit pas ses fantasmes, on choisit ce qu'on fait avec. C'est-à-dire que personne ne peut choisir. Alors, parfois, on choisit de les entretenir ou non. Merci, ouais. Mais effectivement, c'est un peu ce que tu disais, mais qui choisirait d'avoir des fantasmes envers les mineurs? Parmi toutes les personnes pour qui on peut être attiré, pourquoi une personne choisirait ça? Ça fait pas de sens. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Puis qui s'explique parfois dans les parcours de vie, dans plein de choses, mais c'est pas nécessairement un choix. Par contre, effectivement, est-ce que je l'entretiens? Est-ce que je me mets à risque? Est-ce que je mets les autres aussi à risque? Ça appartient aux personnes. Merci pour la spécification. Ça, on l'a dit, fait que je ne vais pas répéter. Demander de l'aide, c'est trop risqué, je vais être dénoncée. On en a parlé tantôt avec la confidentialité. Je trouve que c'est vraiment important qu'on le répète parce que exact. Il n'y a presque pas de risque, à moins que, comme vous dites, il y a eu dévoilement où vous reconnaissez une personne qui peut... En fait, c'est ça, puis c'est peu importe le professionnel, c'est pas juste ça suffit, mais si jamais il y avait un risque de passage à l'acte imminent vers une personne mineure ou une personne mineure a été victime de violences sexuelles, on est dans l'obligation de faire un signalement à la protection de la jeunesse. Et nous et les proches au final. Donc, c'est sûr c'est que nous, on a devoir, l'information, mais parfois ça peut être... moi, ça m'est déjà arrivé dans les dossiers, c'est les partenaires qui ont fait les signalements pour les enfants. Donc, Mais c'est fait de manière tout à fait transparente, il n'y a rien qui est caché, puis ça va être nommé à la personne si elle nous appelle. Mais ce serait la même chose aussi si jamais il y avait un risque suicidaire. Donc, si jamais la personne nous appelle puis qu'on estime qu'il y a un risque de passage à l'acte suicidaire, on va aussi lui nommer qu'on risque d'appeler le 911 pour sa sécurité aussi. Là, donc, 100%. Très d'accord avec ça. Puis, le dernier, offrir des services à ces personnes, c'est excuser leurs pensées. Évidemment pas. En tout cas, c'est pas notre point de vue à nous. Je pense que justement, c'est faire en sorte de les protéger puis de protéger la société. Donc, comme disait Pauline, on peut décider de faire comme si ça n'existait pas, mais c'est pas la réalité. Donc, je pense que c'est important d'ouvrir les yeux sur ça puis d'offrir les services adéquats. Et puis encore une fois, c'est pas parce qu'on a ces pensées-là qu'on va les agir. Donc, on n'est pas là du tout. Puis ça, c'est la position de Ça suffit est très claire là-dessus aussi. Hein. On n'est pas du tout complaisant par rapport aux relations sexuelles entre des adultes et des mineurs. Évidemment qu'on est contre et qu'on condamne ça. Par contre, c'est ça, on admet qu'il y a des personnes qui ont ce genre de fantasme et qui ont besoin d'aide. Et puis c'est ça, encore une fois, les gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, ils ne contacteraient pas Ça suffit. Des gens qui voudraient passer à l'acte ou qui seraient très à l'aise avec leurs pensées, ils ne nous appelleraient pas. Mais ça me fait penser, je ne sais pas si dans tes mythes, ça y est aussi, mais on parlait de minimisation aussi. Parfois, il y a un préjugé que les personnes qui ont une attirance envers les mineurs sont attirées que par les mineurs. Alors oui, il y a des personnes qui sont attirées exclusivement envers les mineurs, mais c'est quand même un pourcentage plus rare. Il y a des personnes qui peuvent avoir des fantasmes envers les personnes adultes et aussi envers les personnes mineures. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose que... les gens ne savent pas trop, et on parlait de minimisation, c'est qu'on se dit ça va passer parce que je suis aussi attirée envers les adultes, donc les fantasmes sur les enfants de 7 ans, ça va finir par passer, mais finalement non, ça ne passe pas, donc ça peut retarder aussi la recherche d'aide. Puis qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un justement qui est dans cette position-là, qui n'est pas trop certain, qui vit aussi dans la solitude, parce que je pense pas que, je vais prendre un exemple très cliché, très typique, mais un père de famille qui justement a des fantasmes envers des mineurs ne va pas en parler ouvertement avec ses amis, sa conjointe. Tu sais, qu'est-ce que... De nous contacter, de lui dire qu'il peut ne pas être seul là-dedans, que c'est ça, on a le clavardage, la ligne d'écoute, que c'est correct aussi si la personne n'est pas prête directement à faire un dévoilement aux personnes de son entourage. C'est effectivement, tu le disais, c'est quelque chose qui isole tellement. On rencontre des gens qui sont bien insérés dans la société. C'est-à-dire que souvent, on a un peu l'image du geek dans le sous-sol de chez ses parents et c'est pas ça, forcément. C'est un autre mythe. C'est un autre mythe. On a quand même toute une vision de ces personnes-là. C'est pas la majeure partie des personnes. Donc, c'est des gens qui ont
des jobs, qui ont des vies de famille, qui sont en couple. Comme le mentionnait Clara, c'est des gens qui sont aussi attirés par des personnes adultes. C'est tellement masqué, en fait. Exactement. Ouais. Souvent, Ben, ça revient à l'idée que le suicide n'a pas de visage, c'est la même chose. Là. Exactement, vraiment. Et donc ça, c'est très souffrant aussi parce que c'est des gens qui sont entourés, qui sont insérés. Et en même temps, il y a souvent quelque chose qui, de l'ordre du mal-être profond de se dire comme les gens ne me connaissent pas vraiment, puis c'est quelque chose qui est caché. Donc, puis c'est aussi que leur rythme va être respecté. Ils peuvent nous contacter. Nous, on a des gens qui vont nous contacter pendant des mois avant de possiblement faire une démarche auprès d'un professionnel. Ça peut tellement aider juste de le déposer à quelque part, de manière justement confidentielle, dans un accueil bienveillant. Vraiment, je pense que c'est un peu ça le message qu'on veut passer, c'est que on sait à quel point ça peut être souffrant. Ouais. Donc, souvent, ils ont l'impression d'être seuls aussi, puis, parce que forcément, ils n'en parlent à personne. Mais au CIDES, on a eu une fois la chance de faire un groupe. Puis ça, c'est intéressant parce que finalement, ben non, je ne suis pas seule. Puis l'idée, ce n'est pas de s'entretenir ensemble là, dans ces pensées-là, mais juste de prendre conscience qu'on n'est pas le seul sur la Terre à vivre ça, puis qu'il y a de l'aide qui est possible. C'est vraiment... il peut y avoir un peu d'espoir aussi pour ces personnes-là dans leur processus. puis que ça les définit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des fantasmes envers des mineurs que tu n'es pas un bon chum, un bon ami. Mais au masculin, c'est sûr qu'il y a moins de femmes. C'est majoritairement des hommes. Mais que tu n'es pas un bon collègue, etc. Donc, C'est pas une condamnation. ouais, puis tu es plein d'autres choses, en fait. C'est vraiment ça aussi qui est important. C'est sûr, quand on souffre, ça a tendance à prendre beaucoup de place. Mais justement, parfois, de le déposer au fur et à mesure, ça permet de le réassigner à la place que ça doit prendre. Ça va pas disparaître, mais ça permet de voir que c'est pas la seule chose. Ouais. Puis quand tu dis qu'il y a moins de femmes, c'est les recherches qui démontrent que Exactement. c'est pas qu'il y a moins de femmes qui utilisent la ligne de ça suffit. Les deux. Les deux, Ouais, ok. c'est ça. Ouais. Ok. C'est majoritairement des hommes adultes. On a eu quelques adolescents, mais c'est rare. Oui. Et puis les femmes qui nous contactent, ça va souvent être des personnes de l'entourage ou des Ouais. professionnels ou des personnes victimes également. Ça existe. On a déjà reçu des personnes au CIDS qui pouvaient avoir des fantasmes envers des personnes mineures. C'est très rare. Puis même au niveau de la littérature, les chiffres sont très variés. Là, on parle dans des petits échantillons de 1 à 9%, c'est dire à quel point c'est pas vraiment C'est finalement. plus éclectique, en fait. Exactement, ouais. Puis c'est plus tabou aussi. Hein. Donc c'est sûr que où est le chiffre noir, on ne sait pas, mais déjà pour une personne homme, dire que on a des fantasmes envers les mineurs, c'est très tabou. Mais pour une personne femme, c'est encore plus tabou. Ouais. OK. C'est pour ça que j'avais une autre question par rapport à ça aussi, niveau mythe et tout, là, savoir en fait. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, puis je veux en fait voir si justement niveau littérature, là, vu que vous y connaissez plus là-dessus, savoir en fait, là, tu sais, j'ai déjà entendu l'histoire de ben si la personne elle a des fantasmes par rapport à des mineurs, ben c'est que forcément elle a été victime d'abus. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends ça, puis je suis comme, ouais, mais à quel point, tu sais, c'est. Effectivement, c'est plutôt un mythe. Après, c'est parfois une réalité, dans le sens où il y a des personnes, effectivement, où l'attirance, alors on ne sait pas d'où ça vient, l'origine de cette attirance-là. Parfois, ça peut venir, effectivement, de violences, de victimisation sexuelle vécue à l'enfance. Mais encore une fois, souvent, on va donner l'inverse, c'est que toutes les personnes qui ont été victimisées sexuellement à l'enfance ne développent pas ce genre d'attirance. Donc, est-ce que ça amène certaines prédispositions ? Peut-être, mais encore une fois, par contre, ce que montre la littérature, c'est que parmi les personnes qui ont des fantasmes, il y a une proportion plus grande que dans la population générale de personnes qui auraient été victimisées sexuellement à l'enfance. Okay. Mais il n'y a pas de lien de causalité. C'est pas une cause à effet. Exactement. C'est comme mais c'est sûr qu'il y a une surreprésentation quand même. Ça, c'est... Okay. Mais si on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure là, avec l'isolement et tout ça, est-ce que vous encouragez les gens qui vous dévoilent de se dévoiler à leurs proches ou pas nécessairement? C'est une bonne question parce que souvent, ils vont nous le demander aussi. Puis là, je parle plus en suivi qu'aux écoutants. Aux écoutants, souvent, ils le demandent moins parce que c'est un appel plus court. Mais est-ce que tu crois que je devrais le dire à ma femme, à mes amis? Nous, en fait, on n'encourage jamais à le faire. Par contre, mais un peu comme en intervention, on va t'accompagner dans le choix que tu vas faire. On va regarder c'est quoi les possibilités, si ça se passe pas, les avantages, les inconvénients, les risques. Mais c'est pas nous qui allons recommander ou prendre la décision pour la personne parce que on sait jamais comment le proche va réagir, on sait jamais comment ça va se passer. On peut perdre beaucoup aussi, donc
on va regarder toutes les possibilités avec la personne, mais C'est ça ça lui qui va être le revient. plus aligné aussi avec la personnalité aussi de la personne, tout Exact. simplement aussi. Ouais. Ok. C'est elle qui connaît son entourage et ses proches, donc c'est à elle de prendre la décision. Puis parfois, ça peut prendre du temps, hein, c'est des questionnements sur des semaines, puis ça finit par se faire ou non. Il y a des dévoilements qui se passent très bien, qui sont justement vecteurs de beaucoup de choses positives. Il y a aussi des dévoilements qui se passent pas bien. Ben, Donc, moi, c'est plus à ça que je pense, là. Tu sais, la perte de plein de membres de la famille. mais dû justement un peu à tous ces stéréotypes ou ces préjugés qu'il peut y avoir. Et puis des questions, hein. Nous, avec Urbania, on avait fait justement une vidéo avec une personne Oui, qui avait c'est des vrai. fantasmes sexuels envers des personnes mineures, qui parle justement d'un dévoilement à un ami. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien nommer en formation, mais c'est de dire, mais on serait quel genre d'amis si on recevait ce dévoilement-là aussi? C'est intéressant parce que sûrement que les personnes qui vont écouter le podcast sont plus susceptibles de recevoir un dévoilement que d'en faire un. Mais comment est-ce qu'on réagirait? C'est vrai, c'est Et vraiment la question. Ça, c'est ouais, Oui, bien mais sûr. ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton chum, ta blonde qui te dit qu'il peut avoir ce genre de pensée-là. Et même en travaillant dans le domaine, on est un peu plus outillé, mais c'est sûr qu'il y a Ben, c'est ça. l'affect aussi qui vient Puis c'est important parce que je pense qu'on tout le monde se dit ouais mais ça m'arrivera jamais, C'est ça. c'est aux autres. Mais au final, non, c'est vraiment des gens qu'on pourrait avoir dans nos entourages. Donc, Ouais. puis encore une fois, on parle de fantasmes. C'est mieux qu'ils en parlent plutôt qu'ils gardent pour eux, puis que ça ait des conséquences aussi par la suite. Donc, Plus que tu essaies de contenir quelque chose qui est très, très souffrant, plus ça prend de la place. Dans les faits, là, tu sais, il y a Ouais. quelque chose de libérateur, je pense, pour la personne aussi, de se sentir en confiance, de le nommer. Là. vraiment. Ouais. puis c'est montrer aussi que justement, un dévoilement qui se passe bien avec des proches, ben, avoir justement le soutien de ses proches dans le processus de changement, d'aller mieux. C'est énorme, là, il y a beaucoup de gains aussi pour la personne. Donc, dès qu'on est soutenu par un proche, c'est sûr que c'est utile. Vous parliez de formation là, tantôt. Est-ce que c'est le genre de choses que vous amenez à travers la formation que vous voulez proposer éventuellement? Tu sais, ce côté-là de justement comment être capable d'accueillir ce genre de trucs-là, les affects que ça peut créer, comment les utiliser comme levier ou ce genre de choses-là. Ouais. Ouais, exact. Puis souvent, un des enjeux quand on reçoit un dévoilement, c'est que le dévoilement, il se fait pas un beau jour, j'arrive en séance, puis je dis hey, j'ai des fantasmes, je te l'ai pas dit depuis 1 an, mais j'ai des fantasmes envers des mineurs. C'est rarement ça. Effectivement. Donc, c'est plus justement souvent, on va tester. Hein, puis là, on parle de fantasmes envers des mineurs, mais on pourrait parler de suicide, on pourrait parler de plein de choses. C'est qu'on y va à tâtons, voir un peu comment la personne réagit. Donc, parfois, c'est difficile de déceler le dévoilement, justement, qui est fait. Il peut être masqué derrière autre chose, fait que la Exactement. personne va utiliser comme un contexte pour. Ouais, Exactement. Et donc, rapidement, on peut justement minimiser, passer à autre chose, un peu l'idée de j'ai des pensées qui me dérangent, et puis de vouloir justement rassurer aussi, oui, mais t'inquiète, etc. Ben non, en fait, parfois, c'est la porte d'entrée aussi pour justement arriver à nommer ce genre de choses, ouais. Puis ça met du temps parce que même pour eux, c'est difficile en fait. Donc parfois, ça peut prendre des mois à ce que eux soient lucides sur ce qu'ils vivent. Ouais. Donc c'est sûr que pour nous, intervenantes, derrière, ça nous prend du temps aussi. Mais ça peut effectivement être difficile, encore plus quand c'est quelqu'un de proche. Mais c'est important aussi de légitimer les réactions. C'est-à-dire que c'est normal aussi de ne pas savoir comment réagir, d'être un peu pris de court, d'avoir des émotions négatives, ouais, en fait, d'être perdu au niveau de la confiance, d'avoir peur OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? On parlait justement de la peur d'un passage à l'acte sexuel ou suicidaire. C'est des choses qui sont légitimes aussi de ressentir en tant que professionnel ou en tant que proche, quand on reçoit ce genre de dévoilement. C'est beaucoup d'incertitude, c'est beaucoup d'impuissance. J'imagine que c'est un peu la même chose par rapport au suicide. C'est mais qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'aider et en même temps, parfois, c'est comme ça paraît une montagne. Ouais. Donc, ouais. C'est pour ça que tu ne veux pas non plus commencer à prendre tout le contrôle de la personne non plus. Veut quand même lui laisser son autonomie. Je veux dire, cette personne-là vit avec ces idées-là peut-être depuis des années, puis elle était capable de les gérer à sa façon, d'offrir cet espace-là justement sans non plus accaparer la personne. Là, donc, Puis parfois, il y a des gens aussi en suivi qui veulent pas le dire à leurs proches parce que justement, on parlait de comment ils vont réagir, mais parfois, c'est aussi gérer leur culpabilité à eux d'avoir rien vu, de pas avoir été présent, puis il y a déjà beaucoup à gérer seul, donc parfois Ils veulent aussi, protéger leur exactement entourage. pas le dire, c'est une forme de protection aussi. Oh, là. Puis twist back. Ouais. J'allais demander, est-ce que le fantasme envers les mineurs, c'est la majorité des appels que vous recevez?
J'ai pas toutes les statistiques, Ok. c'est Nolwenn, notre chargée de projet, qui est dans le coin hors cam, qui s'en occupe, mais c'est à peu près plus ou moins un tiers des appels. OK, je Donc, m'attendais à plus. Ouais, moi aussi. ouais, ce qui est déjà beaucoup en fait, parce que là on parle vraiment envers des mineurs. Ouais. Ouais. On parle pas de socialement inacceptable. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, c'est justement des personnes qui pourraient avoir des pensées, qui pourraient regarder des images de mineurs sur Internet. Donc c'est déjà quand même pas mal. Et puis après, en fait, il y a plein d'autres choses qui peuvent venir. Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous appellent plus au niveau de la compulsion sexuelle, donc des personnes qui regarderaient beaucoup de pornographie, qui se masturberaient énormément. OK. Et donc, c'est sûr qu'on se dit, c'est pas notre population cible. Évidemment qu'on raccroche pas au nez des personnes qui nous contactent si c'est pas Ouais. directement les personnes qu'on souhaite rejoindre. Mais en même temps, on se rend compte que c'est des personnes qui peuvent être à risque, par exemple, de finir par regarder du contenu d'exploitation sexuelle des mineurs sur Internet. Moi, dans le cadre de ma maîtrise, j'avais rencontré une personne qui avait été arrêtée pour avoir regardé de la pornographie juvénile. En fait, ce que ce monsieur expliquait, c'est que suite à une rupture, il avait commencé à regarder de la pornographie légale. Et en fait, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un effet de saturation du contenu. C'est-à-dire que je regarde tellement que j'ai l'impression d'avoir tout vu. Et qu'au fur et à mesure, je cherche des choses plus hard, plus rough. Donc, je peux tomber sur des images justement d'agression sexuelle, de viol, de mineurs, etc. Donc, c'est aussi ça. Pour certains, encore une fois, il n'y a aucun lien de causalité. Hein. Fait qu'il y a de la prévention à Oui, c'est ça, faire, mais exactement. c'est pas- Exactement. Puis au final, il y a peu de lignes d'écoute aussi où on peut parler de sexualité. Donc, comme il y a ça suffit, parfois on a des appels qui effectivement sont plus de l'ordre de la compulsion sexuelle, mais on les prend évidemment. Mhm. Ou des personnes qui se posent des questions. Hein. Je me souviens je sais plus si c'était un chat ou un appel d'un adolescent de 15 ans qui nous contactait parce qu'il avait changé sa petite cousine, puis il avait comme eu peur d'être devenu pédophile. Ah, Et donc ok, là, je justement, comprends. parfois, c'est ça aussi, c'est de prendre le temps de répondre à des questions. On n'est pas là pour poser des diagnostics, pour dire oui, t'es pédophile, non, t'es pas pédophile, mais plus d'accueillir aussi ce genre de questionnement, donner des informations plus générales aussi par rapport à certains sujets. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que oui, effectivement, ça peut être des choses qu'on entend, puis où est-ce qu'on s'informe, à qui qu'on en parle. Exactement. Souvent, c'est pas les parents ou c'est pas un membre de l'entourage. Fait que d'avoir un avis externe, c'est Ouais. c'est super. Très bien, vraiment. Je suis... Wow. Mais c'est quand même cool pour elle. Je suis contente de savoir que c'est un service qui existe, là, honnêtement. Tu sais, c'est vrai que, tu sais, déjà, comme on dit aussi encore une fois, off-cam, le suicide, c'est un sujet qui est relativement difficile à aborder. J'ai l'impression que si on rajoute en plus comme le fantasme sexuel par-dessus, ça fait beaucoup de couches là, avant que quelqu'un comme puisse se dévoiler par rapport à ça en se sentant confortable. Donc, de savoir qu'il y a un espace pour le faire, pour elle, c'est très, très bien. Là. Je pense que les deux problématiques sont assez liées parce Oui, que souvent, quand surprenamment. ouais, Ouais. quand on en parle aux personnes, parfois en tant que professionnel, justement, on est beaucoup dans la gestion d'un possible risque, la gestion du fantasme, etc. C'est beaucoup ça qui nous anime, qu'on veut aller. Quand on regarde les personnes, c'est pas ça qu'elles veulent travailler. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elles vivent avec. C'est plus justement les conséquences qu'il y a. On en revient à l'anxiété, on en revient aux idées suicidaires, on en revient à la dépression, à l'isolement social. Et finalement, c'est plutôt ça que les personnes veulent adresser. Et parfois, les professionnels, c'est un peu comme si c'était pas à l'opposé, mais où on n'a pas les mêmes types d'intervention. Mhm. Et donc, ça aussi, d'où le fait d'aller former les professionnels et puis en même temps de normaliser le fait que oui, parfois, il faut quand même qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de mineurs qui soient en danger. Mais c'est pas tant parce que tu as des fantasmes que, même en tant que professionnel, on doit s'assurer que tout le monde est en sécurité et la personne et l'entourage. Mais est-ce qu'une personne qui vit avec un fantasme, quoi que ce soit, est-ce qu'elle peut s'en débarrasser? Je veux utiliser comme mot ou c'est vraiment quelque chose qui reste tout le À temps? vie. Mais nous, c'est souvent, parce que souvent la première question qu'ils nous posent quand ils arrivent dans le bureau, c'est pourquoi moi, puis je veux que ça s'arrête. Fait que pourquoi moi, on va pouvoir essayer de regarder pourquoi toi, puis qu'est-ce qui fait que tu as ces fantasmes-là. Je veux que ça s'arrête. Ça, on dit jamais que ça c'est possible, on le sait pas. On va regarder ensemble. Par contre, on va essayer de faire en sorte que tu arrives à le gérer, que ce soit moins souffrant, que toi, tu sois pas en danger, que les autres soient pas en danger. Fait que c'est souvent le message qu'on renvoie parce que je comprends, mais on n'a pas de C'est pas recette miracle magique, pour que ça ouais, s'arrête. c'est dans la effectivement. même chose, c'est le genre de truc qu'on dit aussi, là, Ouais. en effet. Là. Puis on parlait du suicide aussi, ça me faisait penser parfois aussi, ça peut être aussi lié à la toxicomanie parce que comment je gère ces idées-là qui m'envahissent, qui sont super difficiles, ben, parfois ça va être la consommation qui va être utilisée, donc tout est parfois imbriqué.
Et c'est difficile, on en a eu beaucoup qui consommaient énormément, qui font des rechutes, les idées reviennent, ils reconsomment. Donc, parfois, c'est des suivis qui peuvent être longs et difficiles aussi. Oui, effectivement. Fait que c'est pas, c'est ça, c'est quelque chose qui peut être déconstruit en comprenant pourquoi une telle personne peut être affectée par des fantasmes qui sont socialement inacceptables, mais par contre, pour la suite des choses, c'est chaque parcours Et différent. différent. Exact. Puis, fait que les gens arrivent à s'adapter avec cette réalité-là. Il y en a qui s'en sortent sans jamais justement se rendre à poser un geste ou quoi que ce soit. Oui, et puis on n'a pas de chiffres, mais c'est sans doute la grande majorité. Mhm, Souvent, j'imagine. quand on vous disait là, plus ou moins 60% des personnes qui ont commis une agression sexuelle sur une personne mineure ne sont pas pédophiles, n'ont pas de fantasme envers des mineurs. Ça laisse un 40% de personnes qui auraient agressé sexuellement des enfants, qui seraient des personnes mineures, qui pourraient rencontrer un diagnostic de pédophilie. Le chiffre qu'on ne sait pas, c'est les gens qui n'agresseront jamais de personnes mineures et qui ont des fantasmes envers des personnes mineures. Avez-vous l'intention de faire ce projet de recherche à travers Ça suffit ou c'est pas tant possible? Quasiment impossible. Ouais, On hein? travaille beaucoup avec un chercheur qui est le chercheur de Ça suffit, qui est Christian Joyal, qui est un neuropsychologue de l'UQTR, qui travaille beaucoup sur la question des fantasmes. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est tellement difficile de rejoindre ces personnes, même sur des données auto-révélées sur Internet, les gens restent quand même très méfiants. Cliquer sur oui, j'ai des fantasmes envers les mineurs, même si c'est anonyme, même si c'est sur Internet. C'est Toujours avoir la crainte de, OK, mais mon adresse IP, est-ce qu'elle est Ouais, Ça laisse c'est une ça. trace. Exactement. Donc finalement, c'est quand même compliqué de savoir exactement la proportion. Les études disent 1 à 2% de la population générale dans le monde. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ça pourrait être ça, ça pourrait être plus, moins. Ouais. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que ça existe de manière assez uniforme dans tous les pays, en tout cas occidentaux. Ok. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens. Puis en fait, c'est que souvent, c'est pas la seule chose qui va les exciter sexuellement non plus. Donc, est-ce qu'il y a des personnes... on a reçu une autre personne qui est venue faire un témoignage anonyme à Ça suffit, qui, c'est ça, qui dit que elle vit bien avec ça aussi. Donc, elle a reçu de l'aide par rapport à certaines choses. Mais il y a des personnes pour qui ça fait partie d'eux, il y a un travail qui est fait, puis après, la vie continue. Ouais. Puis qu'est-ce que vous dites par rapport à quelqu'un qui va nommer exemple que c'est de la santé mentale ou c'est des gens qui sont malades, tu sais, un peu ce genre de connotation? On n'est pas docteur, donc on ne peut pas parler de maladie. C'est ça, c'est plus, je pense qu'on reste assez factuel. Puis effectivement, c'est difficile de se positionner sur santé mentale ou non, parce que nous, effectivement, on n'est pas formés. Ça reste que le trouble est quand même dans le DSM-5, donc effectivement, c'est considéré comme ça. Mais nous, ce n'est pas des mots qu'on va utiliser. On va vraiment utiliser des personnes qui ont une attirance envers les mineurs. Puis l'enjeu de maladie, parfois, c'est que ça sous-entend qu'on peut guérir, mais on revient avec l'idée qu'on discutait tout à l'heure, c'est que nous, on ne les considère pas comme malades en guérison ou quoi que ce soit, mais des personnes à aider justement pour Puis pour peu aller mieux. importe l'étiquette qu'on va mettre, ça reste la souffrance qui est l'enjeu principal. Fait que ça change absolument rien. Mais ce terme-là de PAM, de personnes attirées sexuellement par les mineurs, ça vient de ces communautés-là, justement. OK. Justement, d'enlever un peu l'étiquette de pédophile qui est très reliée à l'agression sexuelle de mineurs. Donc, il y en a beaucoup qui essayent de se détacher de ça un petit peu. C'est vrai que c'est très associé au passage à l'acte. Oui, c'est ça. Souvent, parfois, même dans certains médias, encore actuellement, on voit la personne est accusée de pédophilie, mais c'est un non-sens. La pédophilie, c'est un terme médical. Les agressions sexuelles sur les mineurs, c'est un terme juridique. Donc, c'est deux choses vraiment très, très distinctes. Donc, c'est ça. On essaye d'être le moins stigmatisant aussi possible. C'est pour ça qu'on reprend les termes qui sont utilisés par ces personnes-là. Ouais. Ok, 100%, très cool. Oh! Est-ce que sinon, il y a des mythes ou des choses que vous avez comme peut-être l'habitude des questions que vous avez l'habitude de vous faire poser concernant justement la réalité de ces personnes-là que vous entendez qu'on n'a peut-être pas abordé encore ou quelque chose que vous voulez nommer par rapport à ça? Ou... Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent comme non ça plus. Spontanément. Moi, je trouve que ça faisait le tour des questions que j'avais. Ouais. Si vous me dites que de votre côté aussi, vous avez englobé... Je pense que c'est une bonne présentation. Ouais. Mais effectivement, je pense que un peu le mot de la fin, c'est ça suffit là si jamais il y a besoin. De ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Qu'effectivement, le fait d'avoir des fantasmes, c'est pas criminel. Ouais.
Oui, puis le Québec est grand, mais c'est ce qu'on disait un petit peu, il y a quand même assez de centres aussi par région où on est capable de référer. Donc, ne pas se dire, oui, mais moi j'habite à l'autre bout du Québec, il n'y aura personne pour m'aider. On va essayer de trouver quand même quelqu'un pour aider la personne. C'est rassurant. Oui, vraiment, c'est vrai. Le Québec est un grand territoire, hein, donc il faut essayer d'amener de l'aide partout, c'est un bon point. Tu veux-tu que je fasse le volet avec les vas-y. cartes? OK, habituellement, ça, on a un petit volet cartes. Dans le fond, pour justement comme alléger un petit peu la fin du podcast, parce que des fois, c'est quand même des sujets plus lourds. On pose toujours une petite question là, pour amener un petit peu plus de légèreté dans tout ça. Adèle en amène un peu quand même. Oui, c'est un bon point, c'est vrai. Elle a donné tout ce qu'elle avait comme patience. Tout capable. OK, on va y aller pour ça. OK, donc au pire, à tour de rôle, on pourra faire ça, là, mais c'est nommer une habitude dont on aimerait se défaire et une autre qu'on aimerait développer. Ok, genre... Est-ce qu'on pense sur la même? Je sais pas, mais moi, ça me fait penser à un défi qu'on avait fait. Oui, on pense à la même chose. Vas-y. Chaque année, avec Clara, on fait un défi par mois, souvent au mois de janvier ou février. Ouais. Donc, on a fait un mois sans sucre, un mois où on devait aller à la salle de sport vraiment très régulièrement. Et on avait fait un mois où on avait interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, mais ça comprend Netflix, ça comprend... Ah, c'était dur comme règle. Il n'y a rien. On avait le droit à des documentaires, donc en fait, il fallait que ce soit instructif. Et on avait le droit... Pas d'Instagram, pas de Facebook, aucun. Et c'est vrai que, bon, c'était quand même compliqué, mais c'est fou à quel point ça fait du bien aussi, à quel point moi, je me suis rendu compte que j'étais quand même un peu addict. En fait, notamment le soir, quoi. Ouais, ça détend et on perd un temps fou. Donc ça... Le mois s'est terminé et on a repris nos bonnes vieilles habitudes. Donc peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais reprendre, au moins le soir, peut-être d'arriver à laisser mon téléphone un peu plus tôt et de prendre un livre. Exact. J'aime ça. Ouais. Vous êtes bonne, vous êtes vraiment bonne. Ça a duré un mois. Ben, c'est mieux que rien. Je peux garantir. Moi, chaque jour, je suis comme, là, je devrais lâcher, là, puis non. C'est fou, hein? Ouais. Non, mais c'est ça, moi, j'ai pas Insta et TikTok parce que je sais que je suis trop... je suis une cliente parfaite, donc c'est comme non. Tu te protèges, c'est pas... Prévention. Ça, toi, est-ce qu'il y a une habitude? Une habitude? Bonne question. Ben, je range mes ongles. Vraiment poche, là, mais ouais. Mais tu mets des clips maintenant. Ouais, c'est ça. J'essaie d'arrêter, mais c'est une mauvaise habitude. Mais voilà. Parfait. Ben oui, c'est ça, c'est TikTok. Là, moi aussi, je disais principalement une habitude, j'aimerais me défaire. Là. Souvent, le soir, là, c'est vraiment... C'est fou, hein? Non, même des fois, quand je regarde la télé, on dirait que c'est comme pas assez. J'ai besoin d'être plus stimulée. Ouais. Fou, là, un peu. Okay. C'est fou. Ouais. Les écrans. Ouais, vraiment. C'est vrai. Donc, merci beaucoup là, d'avoir écouté l'épisode. C'était super intéressant. Là. Merci de l'accueil. On va mettre toutes les informations à la fin. Ouais, comme ça, s'il y a des gens qui veulent utiliser les ressources, vous appelez quoi que ce soit. Là. Ça va être accessible. Vous avez un site Internet aussi? Là, site Internet, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et puis, peut-être juste rappeler les heures d'ouverture. Donc, sur le clavardage, donc le chat qui est disponible sur le site Internet et la ligne d'écoute du lundi au jeudi de 9h à 18h. Excellent, merci pour petite touche de fin. Le Shop Santé, en fait, là, on est en collaboration avec eux, puis ils donnent toujours un petit panier là, de bien-être, en fait. Là, donc, on vous donne ça aujourd'hui. Là, donc, il y a de la protéine, du collagène et tout, un shaker aussi. Là, donc, on vous invite à... Vous pouvez partager ça entre vous, là, comme vous souhaitez avoir des soins de vie. Nouvelle bonne habitude. Exact. Donc, merci à tous là, pour le visionnement puis pour l'écoute de l'épisode. Puis on se revoit bientôt là, pour un prochain sujet.